difficile. Et quand on dialogue avec un président, moi, mon rôle, c'est de défendre l'intérêt de mon pays. C'est pour ça que le dialogue n'est pas forcément simple. Mais aujourd'hui, il a été positif. Et voilà, ça suffit. Je crois que c'est une bonne réponse. Alors, on sait que Jared Kushner et que le représentant spécial Steve Witkoff cet après-midi sont en route pour Moscou. Oui. J'ai l'impression qu'on parle aussi du moment où la Russie sera disposée à faire cesser le conflit. Et c'est très difficile de savoir ce que M. Poutine a dans la tête. À votre avis, quels sont les calculs que fait Moscou en ce moment? Oui, l'équipe américaine se rend à Moscou aujourd'hui. Ils ont attendu que cette réunion ait lieu avec le président Trump et maintenant ils vont partir. Et mon équipe va rencontrer l'équipe américaine et il y aura peut-être la première réunion trilatérale demain après-demain, une réunion de 2 jours. Et puis j'espère que Maurice est au courant. Parfois on a un petit peu évidemment des surprises côté américain. Mais en tout cas ils vont y aller. Je pense que c'est une bonne chose au niveau tactique d'entamer ces réunions trilatérales. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver... enfin, je sais pas, les Russes doivent être prêts à faire des compromis. Tout le monde doit être prêt, pas que l'Ukraine. C'est important pour nous, et donc nous verrons bien ce que sont les résultats. Mais nos équipes ont rencontré aujourd'hui les Américains, ensuite les Américains vont rencontrer les Russes demain, ou ce soir, je sais pas. Peut-être que Poutine dort. Vous avez dit que personne ne sait ce qu'il a dans la tête. Peut-être qu'ils vont devoir attendre un petit peu avant le début de la réunion. Je l'ignore. Et puis demain et après-demain, nos équipes assisteront à des réunions trilatérales. C'est mieux que de ne pas avoir, c'est mieux que de n'avoir aucun dialogue. Chez nous, les gens vivent sans électricité, la situation est très difficile. Mais les Russes aussi sont dans une situation difficile. Nous ripostons à leurs attaques. Donc, si Dieu le veut, cette guerre cessera, je l'espère. Quel est maintenant le plus difficile pour l'Ukraine? On sait que votre système énergétique, votre système électrique est attaqué, mais il y a aussi de nombreux décès aux frontières. La situation actuelle est peut-être plus difficile qu'il y a un an. Oui, la Russie s'attaque à notre énergie, c'est leur priorité, ce n'est pas un secret, ce n'est pas par hasard. C'est leur objectif de créer des blackouts en Ukraine. Ils attaquent principalement les civils. Ils n'utilisent pas beaucoup de missiles qui coûtent très cher, ceux dont je parlais. Ils ne les utilisent pas sur le front, ils les utilisent à l'arrière, contre des civils, des infrastructures critiques civiles. Et les hôpitaux, les maternelles, les écoles. Mais surtout, il y a tout cet aspect technique, toute cette destruction des systèmes de chauffage, de l'alimentation en eau, en électricité, tout ça. C'est là où nous en sommes. Ça, c'est le vrai visage de la Russie, c'est le visage de cette guerre. Nous avons des systèmes de défense, nous avons créé, grâce à de bonnes idées, nous avons des drones intercepteurs, nous les produisons, nous en produisons à peu près 1000 par jour, environ. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. La Russie
à peu près 500 drones iraniens qu'elle peut lancer chaque jour, et des douzaines de missiles balistiques, et même ces systèmes que les partenaires nous donnent. Bien sûr, ils pourraient nous en donner plus. Et j'en ai parlé avec le président Trump aujourd'hui. Je lui en ai reparlé. Et j'espère... mes dernières paroles. Vous savez, comme on dit en Ukraine, les gens ne se souviennent que des dernières paroles qui ont été prononcées. Moi, les dernières paroles que j'ai prononcées, et je l'ai dit plusieurs fois au président Trump, je lui ai dit, n'oubliez pas la défense aérienne, n'oubliez pas les patriotes. C'est très important pour nous. Très important pour cet hiver. Je pense que toutes ces attaques, je ne dirais pas que ces attaques nous renforcent, puisque évidemment il s'agit de notre peuple. Notre peuple est en mode survie, de toute façon. C'est un peuple héroïque. Des civils, des militaires, en tout cas, ce ne sont pas eux qui perdent cette guerre. Ils se battent pour leur famille, pour leur foyer et pour leur liberté, bien sûr. Seriez-vous disposé à nous dire quelque chose sur la situation aux frontières? Vous voulez dire quoi, la ligne de contact? Oui, c'est ça. Oui, c'est la Russie qui souhaite y mettre une frontière. Nous, on appelle ça une ligne de contact. Non, c'est pas la première fois qu'il y a ce malentendu. Oui, enfin, pour en revenir à cette ligne de front. Écoutez, là encore, on parle de technologie. Alors j'avais envie de vous montrer, je crois qu'il y a eu un petit problème technique, mais j'avais envie de vous montrer comment ça marche, comment on peut suivre cette guerre en ligne, comment on peut voir nos ennemis, comment on peut voir nos pertes, comment on peut voir les pertes russes. Les pertes russes sont énormes, plus élevées que jamais. Donc, les vraies statistiques, c'est 35 000 morts par mois. 35 000 soldats. L'année dernière, le même mois, c'était à peu près 13-14 000. La Russie n'y semble ne pas y penser, mais nous, on y pense. On pense à leurs pertes. On sait qu'ils mobilisent 43 000 hommes par mois et ensuite ils en perdent 45. Sur ces 43, il faut savoir qu'il y en a 10 à 15% qui s'enfuient, d'autres sont blessés, mais leur armée a cessé de croître. Ça, c'est important. Et tout cela grâce à notre technologie de drones et aux opérateurs de ces drones. Mais de toute façon, nous souhaitons que cette guerre s'arrête dès demain, bien sûr. Mais si la guerre devait continuer, la Russie commencerait à perdre des troupes. Son armée se réduirait, ou alors Poutine déciderait de mobiliser tout le pays, tout son pays. Une dernière question. Je sais que vous devez retourner à Kiev. C'était pas intéressant? Non, mais je regarde ma montre. Je regarde ma montre et j'aurais aimé pouvoir continuer pendant 15-20 minutes. Dans ce cas-là, mais pas plus, hein. 15 minutes? Non, allez-y. Allez, une dernière question. Oui, une dernière question, vous avez raison. Alors, comment les personnes présentes ici au Forum économique de Davos peuvent-elles vous aider? Vous avez entendu les applaudissements, vous avez eu une standing ovation. Je pense que c'est un signe de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Vous savez, défendre l'Ukraine coûte très cher. Si pendant le Forum économique de Davos, nous pouvons trouver des entreprises qui sont prêtes à s'implanter en Ukraine, ouvrir des bureaux, ce serait un signe de confiance, et confiance notamment en la paix, une paix future. Oui, il y a des risques, je ne le nie pas, il y a quelques risques.
Nous avons nous souhaitons être honnêtes, tout simplement, mais en même temps, nous avons besoin de vos entreprises parce que ce serait un formidable signe de confiance en l'Ukraine aujourd'hui et surtout en l'Ukraine après la guerre. Et ce serait nous donner une formidable chance, créer de l'emploi chez nous et je pense que c'est la chose la plus importante dont nous ayons besoin aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de mots, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'argent, d'investissement et d'emploi. Venez souvent et revenez souvent en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Voilà pour cette longue prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Davos, le président ukrainien qui a eu des mots très durs pour les Européens. L'Europe est fragmentée et perdue face à Donald Trump. Il faut qu'elle ait le courage d'agir. En Europe, les disputes sont sans fin et les non-dits sont légion. Rarement, donc, on aura entendu le président ukrainien aussi acerbe avec les Européens, Karim. C'est vrai, une Europe qui a toujours un train de retard, à en croire Volodymyr Zelensky, qui n'agit pas. Il a souligné que les discussions d'intellectuels n'ont jamais arrêté un conflit. Il a donné un certain nombre d'exemples en expliquant pourquoi Donald Trump est capable d'arrêter un pétrolier russe de la flotte fantôme et pourquoi les Européens ne le sont pas. Alors au moment où il s'exprimait, on a appris que la France avait arraisonné en Méditerranée un pétrolier russe, mais en tout cas, il a voulu mettre en exergue l'inaction d'une Europe qui, pendant trop longtemps, a considéré que, de toute manière, tant que les États-Unis seraient là et si elle était face à une menace existentielle, les Américains interviendraient. Alors finalement, il a dressé l'image d'une Europe faible, incapable de se défendre et qui, selon lui, malheureusement, n'utilise pas les moyens et la puissance qu'elle pourrait déployer pour faire face à tous les dangers qui pourraient la guetter. Il a aussi pointé du doigt des dirigeants européens qui sont européens mais pas pro-européens. En quelque sorte, il a dressé le portrait d'une Europe qui n'a jamais réussi à se construire jusqu'au bout pour être en capacité d'être une grande puissance, parce qu'il estime que c'est possible pour l'Europe qui doit finalement couper le cordon ombilical avec les États-Unis. Et aujourd'hui, même s'il considère que l'Amérique doit être aux côtés de l'Ukraine, il a utilisé une métaphore en expliquant que les Américains devaient être à bord du bateau qui naviguait vers la paix. On a bien compris finalement toutes les désillusions qu'il a pu ressentir face à une Europe qui est présente depuis 4 ans, mais qui n'est pas présente de façon déterminante.